Au sommaire de cette édition, Tiemoko Kone Mélite, nouveau vice-président de la République de Côte d'Ivoire, et Patrick Achi, reconduit Premier ministre pour former un nouveau gouvernement. L'annonce a été faite lors de l'adresse du président de la République de Côte d'Ivoire ce mardi 19 avril 2022 à Yamoussoukro. Dans cette édition, nous en parlerons et cette actualité sera décryptée par l'invité de la rédaction. Également dans ce journal, nous parlerons de santé nutritionnelle avec un séminaire tenu le week-end dernier à Abidjan. En prélude à la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, le ministère en charge des questions de santé a animé une conférence de presse. Les détails de tous ces points dans un instant. Bienvenue à tous, vous suivez le journal sur Business 24 Africa et Actualité oblige. Nous nous rendons directement dans la capitale politique de Côte d'Ivoire, précisément à Yamoussoukro. La Côte d'Ivoire a un nouveau vice-président de la République. Il se nomme Tiemoko Kone Mélite, ex-gouverneur de la BCEAO. L'annonce de sa nomination a été faite par le président de la République, Alassane Ouattara, à l'occasion de son adresse à la nation ce mardi 19 avril 2022 à Yamoussoukro, précisément à la fondation Félix Houphouët-Boigny. La reconduction du Premier ministre Patrick Achi a aussi été annoncée par le président de la République. Je vous propose de suivre le portrait du nouveau vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Ce natif de Tafiri, dans le nord de la Côte d'Ivoire, jouit d'une bonne réputation dans la finance internationale. Économiste de formation, il est recruté à la BCEAO après ses études supérieures. Kone Tiemoko a fait sa plus grande carrière à la BCEAO où il a été successivement adjoint au directeur national de la BCEAO pour la Côte d'Ivoire, directeur central de l'émission et des opérations financières au siège à Dakar, puis directeur national de 1991 à 1998. Le 30 mars 2011, il est nommé gouverneur à la BCEAO. Mais avant, Kone Tiemoko a en 2007 occupé dans l'administration ivoirienne les fonctions de directeur de cabinet du Premier ministre avec rang de ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, puis en 2010, celle du conseiller spécial du président de la République chargé des affaires économiques et monétaires. Au vu de son parcours, Kone Tiemoko Mélite apparaît comme un technocrate. Marié et père de 5 enfants, Kone Tiemoko Mélite, vice-président de la République nommé ce jour, à 66 ans, devient le nouveau dauphin constitutionnel de la République de Côte d'Ivoire. Ça y est, la Côte d'Ivoire est en passe de réaliser le retour à l'ordre constitutionnel avec la nomination du nouveau vice-président de la République et la désignation du Premier ministre, chef du gouvernement. Nos reporters Diane Kablankan et Charles Kouakou ont recueilli quelques réactions. Alassane Ouattara ne fait pas de choix au hasard. Quand il choisit de nommer quelqu'un à un poste, c'est que la personne a les compétences et l'expertise qu'il faut pour mener à bien cette mission. Et cette nomination du vice-président de la République de Côte d'Ivoire vient à point nommé. C'est un acte très positif, une décision vraiment qui montre beaucoup de sagesse parce que Mélite Kone, c'est quelqu'un avec beaucoup d'expérience, un économiste qui a fait ses preuves et qui connaît aussi la Côte d'Ivoire vraiment à fond. Donc je pense que ça montre que le président veut renforcer son équipe et veut avoir à ses côtés quelqu'un avec beaucoup d'expérience. Moi, je suis très heureux que le choix se soit porté sur le banquier, le gouverneur de la Banque centrale, l'économiste Tiemoko Mélite Kone, qui est connu pour sa rigueur, pour sa réputation, pour son expérience, et également qui est reconnu pour sa loyauté et sa fidélité. Aujourd'hui, le pays a besoin de gens expérimentés, des gens qui ont géré la vie publique, la vie privée, qui connaissent donc les problèmes des populations pour qu'on puisse avancer. Un vide conditionnel au niveau du vice-président. Le vice-président vient d'être nommé, on félicite le président pour cette disposition. Et par ailleurs, on a pu entendre aussi que le Premier ministre a été confirmé, donc on pense que la Côte d'Ivoire en marche. Le choix de ce vice-président permettra à coup sûr de donner plus de tonus à la mise en œuvre du plan national de développement qui est actuellement en cours. Ce sont des choix judicieux. Le président de la République connaît bien le vice-président, il connaît bien aussi le Premier ministre pour avoir déjà travaillé avec lui.
Et pour ce qui nous concerne, nous sommes très contents. Nous voulons féliciter le vice-président et nous avons su de l'exposé du président de la République que c'est un technocrate et un bosseur de la République. Alors nous avons bon espoir qu'il pourra relever le niveau où se trouve la Côte d'Ivoire encore plus loin, c'est-à-dire au niveau de l'employabilité des jeunes, la question de la cohésion sociale et aussi au bon fonctionnement même des institutions de la République. Le président a respecté la Constitution, il a fait un discours qu'il devait faire devant le Congrès en proposant le vice-président et encore cerise sur le gâteau, il nous a honorés en reconduisant son premier ministre devant nous, ce qui n'était pas obligé. Voilà. Donc une bonne séance, ça stabilise les institutions, il n'y a plus de problème de vide constitutionnel. Restons toujours à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, où le président de la République Alassane Ouattara, face aux parlementaires et aux sénateurs, a fait l'état de la nation. C'est un Alassane Ouattara optimiste qui a rassuré les Ivoiriens. On l'écoute. Honorables députés, vénérables sénateurs, mes chers compatriotes, les défis sont encore nombreux pour améliorer durablement les conditions de vie de chaque Ivoirienne et de chaque Ivoirien. C'est pourquoi, comme vous vous en souviendrez, j'ai annoncé lors de mon adresse à la nation le 31 décembre 2021 que nous ciblerons nos actions sur 3 priorités pour l'année 2022. Premièrement, il s'agit de l'accélération de l'industrialisation avec la transformation locale de nos matières premières, accompagnée de la mise en œuvre d'un deuxième programme social du gouvernement. Et ce programme social du gouvernement met un accent particulier sur la lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord, compte tenu du contexte sécuritaire actuel dans la sous-région. Et deuxièmement, il s'agit de l'emploi des jeunes à travers la promotion des champions nationaux, du contenu local de toutes les installations, de l'école de la seconde chance et du financement des PME. Et troisièmement, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Et cela va se traduire par un changement de mentalité et l'émergence d'une conscience nationale qui met l'intérêt de la nation au-dessus de tout. J'ai foi en notre capacité à bâtir et transformer ensemble notre beau pays sur des valeurs d'intégrité, d'équité. Nous passons maintenant à l'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction est Serge Nedro. Il est économiste, chef d'entreprise et spécialiste en intelligence économique. Merci d'être venu. Merci beaucoup, monsieur. La Côte d'Ivoire a un nouveau vice-président de la République en la personne de Témoko Kone-Mélite, gouverneur de la BCEAO. Quel commentaire faites-vous de la nomination d'un économiste au poste de vice-présidence? Évidemment, c'est un événement majeur et très important et je pense que c'est un choix judicieux que fait là le président de la République, le président Alassane Ouattara, parce qu'au vu de la conjoncture économique mondiale actuellement, et j'ai envie de dire des répercussions évidemment de la guerre russo-ukrainienne que nous voyons sur les produits alimentaires en Afrique, notamment par rapport à l'augmentation du prix du blé dans le monde et qui a une répercussion sur le pain, ainsi de suite, sur les aliments à base de blé. Évidemment, il faut un économiste pour essayer, bien entendu, de pouvoir maîtriser cette conjoncture économique, essayer évidemment d'apporter des réponses économiques assez claires. Donc le choix, évidemment, d'un économiste chevronné comme M. Témoko Kone et évidemment,
comme vous venez de le souligner, d'un ancien gouverneur de la BCEAO, donc qui connaît très bien les instances sous-régionales monétaires et qui peut mieux les réguler, qui peut mieux savoir en ce qui concerne la maîtrise de l'inflation qui va avoir certainement lieu. Déjà, nous voyons cela sur le prix du pain, mais sur les autres produits alimentaires, il y aura également une flambée des prix et forcément, il faut un économiste pour pouvoir juguler cela. Et je pense que c'est une nomination judicieuse et le président a bien vu de nommer M. Tiemoko à ce poste. On espère bien que cette inflation sera jugulée, maîtrisée. Koné Mélite, on le sait très bien, était proche, très proche, j'allais dire, de l'ancien président de l'Assemblée nationale en rupture de banc avec Alassane Ouattara. Même si Koné Mélite n'a pas suivi son ancien patron, je veux parler de Guillaume Soro, certains observateurs aimeraient croire d'une manière ou d'une autre à un rapprochement entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Qu'en pensez-vous? Effectivement, on peut le croire ainsi, mais je pense qu'il faut aussi arriver à un moment, essayer d'avoir une analyse un peu mitigée, parce qu'on ne peut pas... C'est vrai qu'il y a eu ce rapprochement très important entre M. Koné Tiemoko et le président Alassane Ouattara. Évidemment, vu qu'il a été, je crois, en 2007, le directeur de cabinet de M. Guillaume Soro, en sa qualité de Premier ministre d'alors. Évidemment, donc on peut le penser ainsi, mais je pense que dans la vie publique et dans la vie politique ivoirienne, les relations se nouent et se dénouent. Et c'est de ça qu'il est question généralement. Donc, je pense que dès lors que M. Guillaume Soro a rompu ses relations avec le président Alassane Ouattara, donc j'imagine que tous ceux qui sont restés avec le président Alassane ont dû également faire un choix, donc ont rompu leurs relations également avec ce dernier. Et je pense que M. Tiemoko est donc à juste titre avec le président Alassane Ouattara, et c'est à juste titre qu'il soit nommé, j'ai envie de dire, à ce poste. Et évidemment, on peut comprendre qu'on puisse dire c'est une main tendue, mais je ne crois pas tellement, parce que M. Tiemoko Koné n'est pas, j'ai envie de dire, une personnalité qui vient d'arriver à la politique, qui vient d'arriver au RDS, donc c'est quelqu'un qui était depuis longtemps et donc qui connaissait très bien le président Alassane Ouattara et la maison RDR qui est devenue aujourd'hui RHDP. Donc je peux dire que c'est une relation très longue, évidemment, qu'il a aussi eu à entretenir avec le président Alassane Ouattara, et donc c'est à juste titre qu'il soit nommé, et je pense que si il doit avoir rapprochement, ça peut être également par M. Koné Tiemoko, mais je pense qu'il peut jouer ce rôle, il peut le jouer, mais ça sera vraiment très compliqué à ce niveau. Je pense plus pour des raisons économiques, je pense que c'est en fonction de la conjoncture économique que le président Alassane Ouattara a dû faire ce choix. Koné Mélite, vice-président de Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui change fondamentalement? Beaucoup de choses, évidemment. M. Tiemoko Koné, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, beaucoup de choses. D'abord, il faut dire que c'est une bonne chose pour la vie publique, parce que ça fait quand même un bon petit temps que la Côte d'Ivoire n'avait pas eu de vice-président jusqu'alors. Donc la nomination d'un vice-président vient en fait mettre un peu plus ou moins les institutions de la République dans les normes constitutionnelles comme ça devait l'être. Évidemment, donc c'est un signal très fort à la vie politique et publique quand on voit le président de la République, du fait de ce qu'il est prêt pour pouvoir respecter les institutions et les tests que la nation s'est donné. Et deuxième élément assez clair, comme je l'ai dit tout à l'heure, nommer un économiste en tant que vice-président, c'est prendre une décision très importante, et une décision qu'il envoie au monde des affaires, au monde économique ivoirien, pour dire attention, je sais qu'il va avoir des répercussions très importantes sur notre pays. Je sais que nous sommes dépendants du blé que nous importons, évidemment, à l'instar de tous les pays africains à l'extérieur, et sachant que, comme on l'a dit, la Russie produit 22% du blé et l'Ukraine 8%, donc c'est 30% quand même du blé. Et je sais qu'il va avoir une conjoncture économique importante, mais j'ai une solution, j'ai la clé, j'ai une personne qui connaît bien la sous-région, qui connaît bien, j'ai envie de dire, les éléments économique de la sous-région, et c'est Koné Tiemoko qui peut résoudre cette question. Et donc c'est un deuxième signal qu'il envoie. Et l'autre signal également, c'est que c'est un technocrate.
qu'il envoie j'ai envie de dire, à la fonction publique, à l'administration publique. C'est un technocrate, c'est un professionnel rompu, c'est quelqu'un qui connaît, qui a été ministre également, ministre, je crois bien, de la construction d'alors, et qui connaît très bien l'administration publique ivoirienne. Donc il pourra également essayer de rénover cette administration publique avec le Premier ministre Hachi Patrick. Je pense que ça sera une bonne paix, une bonne équipe, une bonne paix de personnes qui vont véritablement travailler aux côtés du président Alassane Ouattara. Vous parlez de Patrick Hachi. Ce mardi, le président de la République l'a également reconduit. Quelles pourraient être donc les attentes du futur gouvernement Hachi 2? Évidemment, dans un premier instant, le gouvernement Hachi 2 sera un gouvernement très serré, parce que j'imagine que avec cette conjoncture-là, il va falloir réduire les dépenses de l'État. De l'État. Donc réduire les postes ministériels. Il va falloir évidemment réduire les postes ministériels. Actuellement, je crois bien qu'il est question de 30 postes précisément, alors qu'on en avait une quarantaine. Donc ça veut dire déjà qu'il y a au moins 10 ou 15 postes qui sont réduits. Et je pense que c'est à juste titre, il faut réduire les dépenses publiques. Parce que vu la conjoncture, vu ce que nous remarquons, il faut cela. Et deuxièmement, le gouvernement Hachi 2 se devra d'être un gouvernement de réponse en fait aux réalités des Ivoiriens. C'est-à-dire un gouvernement qui est tout près et tout proche, j'ai envie de dire, des Ivoiriens, et qui peut donner des réponses concrètes et véritables, j'ai envie de dire, aux problématiques qui sont posées. Que ce soit des problématiques de société, évidemment, et que ce soit des problématiques économiques, nous l'avons, et que ce soit également des problématiques culturelles. On le voit un peu partout, même sur le plan culturel. On voit actuellement, il y a l'élection qui va se faire au président à la FIF. C'est vrai que ce n'est pas une question publique, oui, mais c'est une question qui peut avoir des répercussions sur la vie publique. Et il y a des questions économiques aujourd'hui. On sent véritablement que le pays veut aller de l'avant, mais il y a cette précarité qui est toujours là. Et donc, les populations attendent évidemment de ce gouvernement Hachi 2 des réponses concrètes, par exemple le financement d'un certain nombre, j'ai envie de dire, de choix économiques à faire, le financement d'un certain nombre d'investissements. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'investissements dans ces temps-ci par ce gouvernement, par le gouvernement précédent évidemment, et par ce gouvernement qui a continué sur le plan des équipements routiers, sur le plan, j'ai envie de dire, des infrastructures économiques d'une manière globale. Mais aujourd'hui, il faut maintenant des réponses structurelles assez claires, précises, qui puissent apporter des solutions à la population ivoirienne. Merci, nous sommes à la fin de cet entretien avec vous. Serge Nedro, merci encore d'être passé. C'est à vous le merci. Merci beaucoup. Nous poursuivons cette édition avec une page santé. Un atelier sur la perte de poids et la nutrition a réuni samedi 16 avril des femmes issues de divers horizons. La particularité de ce programme est qu'il est axé sur le psychique, une zone ciblée par la coach Rosine Tedajo. Cette méthode de la coach vise à le reprogrammer pour aboutir à une transformation du corps. Walter Kofi et Marie Seri pour les détails. Ici, pas de régime draconien ou d'exercice physique. Pour perdre du poids, cela est possible grâce à un entraînement mental. Une thérapie développée par Rosine Tedajo, hypnothérapeute, qui a coaché ces femmes lors de cet atelier sur la perte de poids et la transformation du corps. Loin des méthodes habituelles, il s'agit de reprogrammer l'esprit afin de changer le rapport entre un individu et la nourriture. Pour y arriver, Rosine Tedajo, grâce à des exercices clés, veut offrir la capacité à ces femmes d'avoir pleine conscience du choix de leurs aliments. Alors ce que je leur ai montré avec ces friandises, alors il y avait des bonbons, des biscuits, c'était de montrer, on a fait des tests, donc on a pris disons des bonbons, du candérel qu'on a mis dans la main, et je leur ai montré que leur corps n'aime pas ces choses-là. Parce que souvent on a tendance à dire oui, mon corps a besoin de chocolat, mon corps demande des biscuits. Donc on fait le test. C'est un peu un test de force, sans la friandise. Et ensuite, je demande à la personne de tenir la friandise et on fait le même test de force. Et la personne se réalise en fait que son corps est moins fort, qu'elle a moins de résistance. Et c'est une manière de dire, en fait, ce n'est pas notre corps qui demande ces aliments qui ne sont pas bons pour nous. C'est notre esprit. C'est dans notre tête quand on dit, mon corps a besoin de chocolat. Non, il n'a pas besoin de chocolat. C'est dans la tête. Et donc, en reprogrammant l'esprit, finalement, on aligne le corps et l'esprit. Donc, je leur ai également montré que l'industrie alimentaire, si vous voulez, est un peu contre notre gouvernement, on va dire, parce que la manière
dont les noms qu'on donne aux aliments nous amènent à vouloir les manger. C'est-à-dire qu'on a des chocolats qui s'appellent Célébration. Quand vous mangez un chocolat Célébration, vous envoyez en fait à votre esprit, quand il voit Célébration, l'idée que c'est bon pour moi, c'est la fête, c'est le fun, et donc vous avez envie de manger ça. Vous voyez, donc il y a ces associations qui sont faites et donc l'industrie alimentaire est très forte pour donner des noms qui nous poussent à vouloir consommer ces choses qui ne sont pas bonnes pour notre corps. Les participantes, dont la plupart découvraient cette thérapie sur la nutrition, se sont prêtées au jeu. Une expérience nouvelle et fort appréciée dont les conséquences ne se limitent pas qu'à la perte de poids, mais touchent à plusieurs aspects du quotidien. Donc, si par exemple votre problématique est de maigrir ou votre problématique est de enlever certaines dépendances, que ce soit le sucre ou autre chose, c'est très intéressant parce que vous permettez de prendre de la hauteur et de comprendre un petit peu comment allient les émotions et que les émotions n'ont rien à voir avec la logique. Donc ça, c'est la première chose que Rosine a dit et c'est ce qu'on comprend. À partir du moment où on comprend, on essaie de comprendre, d'intellectualiser et de rendre logique certaines choses, beaucoup d'émotions peuvent être cassées, anticipées. Ce que je vais associer avec mes croyances, c'est ça qui va devenir ma réalité. Donc aujourd'hui, je suis maître de mon destin, si on peut dire ça comme ça. Et donc je peux décider que si je veux obtenir un résultat, il faut que moi je sache clairement ce que je veux. Et à partir de là, reprogrammer mes pensées pour atteindre le résultat que je souhaite. Notons que cet atelier est organisé par Rosine Tedajo, hypnothérapeute. Elle s'est donnée pour mission d'accompagner les personnes voulant se forger un mental à la hauteur de leurs ambitions. En plus de séances d'hypnothérapie, elle propose des séances de fitness, des ateliers et des formations sur l'art oratoire et le développement du leadership. En prélude à la commémoration le 25 avril prochain de la Journée mondiale de la lutte contre le paludisme, le ministère de la Santé a tenu une conférence de presse. L'objectif, faire le bilan, notamment sur la régression de la mortalité, l'augmentation des cas de paludisme et la prise en charge des patients. Occasion pour le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme d'annoncer les activités qui vont meubler la journée du 25 à Dabou. Les explications de Zénab Dosso et Doumbia Ayouba. Le paludisme, première cause de consultation dans les structures sanitaires en Côte d'Ivoire. En 2017, l'on enregistrait 3222 décès dus au paludisme. Mais en 2020, l'on compte 1316 cas de décès, soit un taux de régression de la mortalité de plus de 50%. Une régression que le ministère de la Santé, à travers le programme national de lutte contre le paludisme, trouve salutaire, et ce, grâce aux efforts consentis par les acteurs de santé à travers les actions de sensibilisation et de prise en charge. Cette régression s'explique par, d'abord, on va me dire pourquoi il y a une régression dans la lutte contre le paludisme, c'est qu'il y a quelque chose qui a été fait. C'est d'abord l'amélioration de la prise en charge correcte des cas du paludisme simple avant leur aggravation, réduisant ainsi le risque létal chez les enfants, dans les centres de santé, dans la communauté et dans le privé. Parce que l'État de Côte d'Ivoire a construit beaucoup de centres de santé pour rapprocher les centres de santé de ces populations-là. En termes de prévention, chaque année, l'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires organisent une campagne nationale de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. C'est en prélude à la 15e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme que cette conférence de presse a été initiée. La journée de commémoration se tiendra le 25 avril 2022 à Dabou sous le thème « Exploiter l'innovation pour réduire la charge mondiale du paludisme et sauver des vies ». Donc pour tendre vers l'élimination du paludisme, il est apparu important et urgent pour les États membres de l'OMS de renforcer l'investissement pour toutes les interventions, y compris les mesures de prévention, les tests de diagnostic, le traitement et la surveillance de la maladie, mais aussi de mettre à profit l'innovation et de développer la recherche. Les progrès récemment accomplis contre le paludisme ont montré qu'avec des investissements suffisants et une combinaison adéquate de stratégies, il est possible de faire une avancée décisive dans le combat contre cette endémie complexe. Avant cette commémoration de la Journée mondiale de la lutte contre le paludisme, est prévue
Le 6e colloque scientifique les 20 et 21 avril avec pour thème « Intensification de la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire et résilience dans un contexte de pandémie à Covid-19 ». Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur Business 24 Africa, la télé utile.